Merci. Thierry Michette. Oui, donc je voulais juste compléter ces propos. J'avais noté, il y a une ville moyenne en Chine, une ville moyenne, c'est-à-dire 15 millions d'habitants, dont le maire a décidé il y a 2 ans qu'il n'y aurait plus de scooters à moteur à essence, et 2 ans après, tout le monde roule en scooter électrique. Et donc on voit bien effectivement que, comme le dit Damien, il faut qu'on se réveille parce que ce sont des opportunités économiques, et si on ne s'inscrit pas dans ces dynamiques de nouvelles technologies, de voitures autonomes, développement de technologies innovantes, effectivement, on va être dépassé. Donc il faut qu'on voit cette transition, cette nécessité de la transition, comme une opportunité de développement de nouveaux emplois, de nouvelles technologies et d'innovation. C'est-à-dire qu'il ne faut effectivement pas que nous subissions cette transition énergétique, mais que nous en soyons effectivement résolument les acteurs. Oui, merci pour ces informations complémentaires. Thierry, je vais répondre à la question de Violaine, puisque j'ai oublié tout à l'heure, j'étais parti à répondre à mon cher collègue, à Christophe, donc je vais répondre à Mme de Courson. Il y a effectivement déjà des règles pour les transporteurs, pour les cars, pour les transports par voyageurs. Ils sont couverts au niveau européen. Après, ce que propose cette révision aujourd'hui, c'est concrètement, quand on demande à la Commission, ils nous disent, vous devriez être content, on fait comme la loi Macron, comme chez vous. Et effectivement, chez nous, ça marche pas trop mal. Seulement, ils vont encore plus loin et ils vont même un petit peu trop loin, justement, sur les conditions en termes de cabotage ou autre. On risque d'arriver à la même concurrence déséquilibrée que ce qu'on connaît dans le transport routier de marchandises. Donc c'est contre ça qu'on veut lutter. C'est contre ce qu'on a accepté il y a une dizaine d'années. On doit lutter aujourd'hui contre ça. Donc ce qu'on dit là, c'est principalement ça. Et puis également, dans cette révision, l'autre problématique est par rapport aux contrats de service public, où il ne faudrait pas que des acteurs externes viennent en concurrence de contrats de service public tels que prévus par les collectivités, enfin tels que gérés par les collectivités territoriales. Voilà. Merci. Moi, j'ai une dernière question. Non, Christophe Negelen, vous voulez encore réagir? Très rapidement, pour répondre à mes 2 collègues, il y a 10 ans, j'habitais en Chine. Donc c'est bien, on peut... Et quand j'allais tous les jours à l'université les 6 premiers mois et après travailler, j'allais déjà en scooter électrique. Tous les jeunes avaient les Jiangdongche, tout le monde avait, il y a déjà 10 ans, des scooters électriques en Chine. Et les voitures étaient de qualité équivalente à ce qu'on pouvait voir en France. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant d'Audi. Si on peut citer, j'ai jamais vu autant d'Audi que dans les rues de Shanghai et dans les rues de Hangzhou. Alors, ils ont en discutant un petit peu, quand j'étais là-bas, c'est vrai qu'ils ont des normes sécuritaires qui sont moins élevées. Donc les voitures étaient, entre guillemets, en termes de confort similaires, en termes de garantie sécuritaire plus basse que ce que nous on a. Et là-dessus, je vais être d'accord avec vous, monsieur le rapporteur. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'invente rien aujourd'hui et qu'il y a 10 ans, c'était déjà, que ce soit en Asie, c'était déjà dans les tuyaux. Ah. Juste, ce que je dis avant tout, c'est que justement, s'il y a 10 ans, vous n'avez jamais vu autant d'Audi que dans les rues de Shanghai, c'est qu'il y a 10 ans, même les Asiatiques choisissaient les constructeurs européens. Aujourd'hui, les constructeurs asiatiques sont en train de faire un bond en avant. C'est ça que je veux dire. Et même en termes de sécurité, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, elles ne passaient pas les tests Euro, enfin, au test Euro NCAP, elles étaient à 0 ou 1%, donc ce qui était vraiment dramatique et ce qui faisait qu'elles n'arrivaient jamais d'ailleurs sur nos territoires nationaux. Mais ça évolue. Ils évoluent très, 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 très vite. Donc il faut qu'on fasse attention pour préserver vraiment notre industrie. Oui, monsieur le rapporteur, j'aimerais bien juste une précision sur les conclusions. Vous précisez que pour la première fois depuis 10 ans, les émissions de CO2 des voitures neuves vendues en Europe augmentent selon les données publiées. Or, ça fait quand même quelques années, cette conscience environnementale existe. Comment expliquez-vous cette augmentation sur les voitures neuves? C'est quand même assez surprenant. Alors, c'est surprenant, oui et non. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la sortie du diesel, on a une politique depuis une dizaine d'années, que ce soit au niveau local, on le voit ici à Paris avec encore les récentes annonces d'Anne Hidalgo, mais aussi au niveau national où on nous dit il faut sortir du diesel. Les Français nous ont écoutés. Ils sont sortis du diesel. Ils ont acheté des véhicules essence. Seulement,
entre un véhicule diesel et un véhicule essence, il y a 20% de différence en termes d'émissions de CO2. C'est-à-dire que l'essence émet 20% de CO2 en plus que le diesel, que l'équivalent diesel en termes de puissance. Donc, ce qui explique qu'effectivement, pour la première fois, on a une hausse du CO2 parce que c'est aussi la première fois depuis 10 ans où on a une vraie hausse de la part de l'essence dans la vente des véhicules neufs. Donc on lutte d'un côté contre la pollution, contre les polluants, particules fines, NOx, etc. Mais de l'autre côté, il est vrai que sur le CO2, il y a une augmentation. Maintenant, il faut réfléchir. C'est vrai qu'à long terme, on a une obligation d'agir sur le CO2, sur les gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a cet objectif de neutralité carbone à 2050 que je partage tout à fait. L'immédiateté aussi, et ça c'est effectivement dans nos villes, mais pas que d'ailleurs, c'est de lutter contre ces polluants, lutter contre ces particules fines, ces NOx. Parce qu'il ne faut pas oublier que les nuages que vous voyez l'été, pas que l'été d'ailleurs, sur la région parisienne, c'est principalement ces particules fines. Et c'est ça qui est vraiment très nocif pour la santé. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, notre commission n'a été saisie d'aucun amendement sur les conclusions. Je les mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Donc, abstention. Donc, une abstention. Les conclusions sont donc, en conséquence, adoptées. Et sous réserve des conclusions que nous venons d'adopter, la réserve parlementaire sur les 4 textes est levée. Alors, le deuxième point de notre ordre... Le deuxième point de notre ordre du jour concerne des nominations de rapporteurs. J'ai reçu les candidatures suivantes. Sur le socle européen des droits sociaux, Madame Carole Grandjean et Marguerite Desprez-Audebert. Sur l'évaluation de la gestion des fonds européens par des régions françaises, Liliana Tanguy et Pierre-Henri Dumont. Et sur la fiscalité du numérique, Éric Botorel et Marietta Caramonli. Et le dernier point de notre ordre du jour concerne les textes qui nous ont été soumis en application des articles 88.4 et 88.6 de la Constitution. S'il n'y a pas de remarques sur ce texte, je vous propose de les acter. Et notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 juin à 10 h et nous entendrons M. Marc Lazare, professeur des universités à Sciences Po, sur la situation politique en Italie, ainsi que M. Gilles Pecot, recteur de l'Académie de Paris, membre du groupe de travail franco-italien sur le traité du Quirinal. Je vous remercie.